À refaire, à refaire. Vous veux un verre? Hé Aïcha, c'est ta chanson. Tu viens danser? C'est lourd à la fin, ok? Moi, je t'invite à chaque fois qu'on entend Angèle. Oh, c'est pour rire, hein, du calme. T'as perdu ton humour. Qui a pris une brochette? Non, François, je ne suis pas raciste. Mais il faut pouvoir le reconnaître, toutes les cultures ne se valent pas. Il y en a qui sont quand même plus proches de nos valeurs démocratiques. La culture italienne ou la culture musulmane, c'est pas pareil. Aïcha, tu prendras un peu de nuit d'Orient quand même. Mais tu ris, toi. T'as entendu? François est encore en plein grand débat sur le racisme. De toute façon, c'est cause perdue. Le racisme a toujours existé et c'est dans la nature humaine après tout. Moi, je pense que les Blancs seront toujours racistes envers les Noirs et les Noirs envers les Blancs. C'est comme ça changera pas. Je suis pas d'accord. On peut changer les choses. Il faut miser sur la jeunesse, sur l'éducation, ouvrir les esprits et vivre ensemble. Arrêtez un peu avec votre racisme là. Les races, ça n'existe pas. On est tous pareils. Arrêtons un peu de réduire les gens à leur couleur. Allez, je vous resserre un coup de rosé. À la face B. Vous aussi, ce dialogue vous paraît familier ou provoque comme un sentiment de déjà entendu? La Phase B, collectif citoyen qui se questionne et s'outille sur le racisme, a eu envie de déconstruire ces phrases que l'on entend au quotidien. Saïd Bouamama, auteur, sociologue et militant français, a alimenté leur réflexion lors d'une conférence enregistrée en novembre 2021 sur le racisme systémique. Dans ce podcast s'entremêlent les réflexions actuelles de quelques membres de la Phase B et la pensée de Saïd Bouamama. Bienvenue dans Plat de résistance contre le racisme. On se met à table. Dans ce petit groupe, on constatait que certains propos, vraiment même de plus en plus violents, racistes, se banalisent dans les discours médiatiques, discours politiques. Virginie, la Phase B. On avait ce sentiment que ça tirait dans tous les sens, à la fois des discours qui peuvent être permis alors qu'ils sont d'une violence raciste énorme et d'une absurdité intellectuelle tout aussi énorme. Et en même temps, on voyait aussi un discours plus lisse, plus bien pensant, qui ne marque pas la différence de manière franche, qui ne s'énonce pas raciste, mais qui invisibilise peut-être, ou qui maintiennent l'ordre établi. Ah oui, United Colors of Benetton. Pierre, la Phase B. Tout va bien, on est dans une diversité qui est visible, regarde, on se retrouve tous dans le quartier, on mange un couscous. Ce type de discours, maintenant, se clique, se like, se partage très vite. Et on avait aussi un sentiment de prolifération et l'impression que face à ça, on déclarait forfait. On laissait dire, on laissait faire. Il y en a marre de certains propos, notamment dans nos entourages directs. Ça peut être autour d'un repas de famille ou même avec nos collègues, de se dire qu'est-ce que je peux bien faire à ce moment-là pour ne pas passer à côté. Le racisme a toujours existé, c'est dans la nature humaine après tout. L'approche idéaliste va nous mettre en avant que le racisme est un mal humain. Saïd Bouamama. On vous dira, il y a toujours eu du racisme. Il y en aura toujours. Depuis les débuts de l'humanité, il y a eu du racisme. C'est une manière de noyer le poisson. De ne pas aller regarder quand est-ce qu'est né le racisme, pourquoi il a été créé, quel intérêt il servait. On n'a aucune trace de théorisation avant 1492. Christophe Colomb arrive en Amérique. À ce moment-là, commencent les premières théorisations racistes. Pourquoi ? Parce qu'il faut justifier, aux yeux des peuples européens eux-mêmes, qu'on a le droit de massacrer, qu'on a le droit de mettre en esclavage. Le racisme s'invente et il ne cessera d'être fignolé explicitement jusqu'aux années 50-60 du siècle dernier. On va avoir des scientifiques qui vont tenter de prouver
l'inégalité corporelle des êtres humains. Tous les pays européens, pendant des siècles, ont appris qu'il y avait des peuples supérieurs et des peuples inférieurs. On ne peut pas considérer que ça n'a pas eu d'effet. Toutes les cultures ne se valent pas. La culture italienne ou la culture musulmane, c'est pas pareil. Si on dit que le racisme relève de la nature humaine, d'une défiance naturelle que nous aurions de l'autre qui est différent, alors pourquoi le racisme se focaliserait-il plus sur, par exemple, des personnes musulmanes qui vivent à nos côtés, dans nos villes proches de nous, plutôt que sur des personnes bouddhistes qu'on connaît, qui sont tout aussi différentes de nous et qu'on connaît encore moins bien? On voit émerger de nouvelles figures du racisme. Qu'est-ce qui a fait que le racisme biologique a disparu et qu'on a vu apparaître un nouveau visage? Le racisme doit s'adapter ou disparaître. Il va s'adapter. Et on aura une seconde forme du racisme qui est ce que j'ai appelé, après Frantz Fanon, le culturalisme. Autrement dit, on ne va plus dire il y a des corps noirs ou marrons ou jaunes inférieurs aux corps blancs. Il n'y a plus un cerveau blanc supérieur aux autres cerveaux. On ne va plus dire ça. On va dire, par contre, il y a des cultures plus ou moins civilisées. Et d'ailleurs, ça vient justifier la colonisation, puisque on va aller les aider à sortir de leur culture, pour aller vers les cultures civilisées. C'est un racisme qui est extrêmement dangereux, parce que, bien entendu, il peut s'accompagner d'une proclamation de foi antiraciste. J'ai pu entendre souvent, quand même, qui est de dire « Non, je suis antiraciste, mais le foulard, quand même, ça infériorise la femme. » En réalité, les cultures sont définies comme des races. Ce qu'on appelait race auparavant, on l'a appelé culture, et on a hiérarchisé à partir de là. Si vous ne diffusez pas l'image du noir, de l'arabe, du musulman, du sans-papier, comme étant quelqu'un qui fait problème, quelqu'un qui est danger, etc., ben ça ne passera pas. Et voilà pourquoi on a une montée des idées racistes aujourd'hui. Il faut miser sur la jeunesse, sur l'éducation, ouvrir les esprits et vivre ensemble. Le racisme, ce serait le truc soit des méchants, soit des idiots. Parce que si le racisme, c'est une peur de l'autre, liée à des préjugés, des stéréotypes, ben, il y a ceux qui restent englués là-dedans, qui n'ont pas été assez éduqués, qui n'ont pas assez voyagé, qui n'ont pas assez rencontré l'autre, qui ne font pas preuve d'ouverture. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont ouverts, voyagent, rencontrent, ont une éducation, ou bien, je ne sais pas, auraient une grandeur morale qui les met à l'abri de leurs préjugés et de leurs stéréotypes. Donc on est dans une vision complètement morale, avec des bons, des moins bons. Et puis on ne sait pas faire grand-chose. Ce n'est pas l'inconnu qui amène le racisme, c'est un certain rapport social qui est maintenu par un certain discours raciste. L'idéalisme, par exemple sur la question de l'égalité homme-femme, va conduire à l'idée que, pour aller vers l'égalité homme-femme, il faut changer les mentalités des hommes. En réalité, si on a cette approche-là, on va considérer qu'il n'est pas possible d'éradiquer le racisme. On va considérer qu'au mieux, il faut le limiter, et puis on va éduquer les gens, donc ça peut prendre du temps, on va éduquer les racistes jusqu'à ce qu'ils ne soient plus racistes. Les matérialistes vont conclure à toute autre chose. Il faut organiser la société de manière égalitaire entre hommes et femmes, et les hommes finiront par se transformer. L'image que je prends souvent, c'est l'image des personnes en situation de handicap. Vous avez déjà vu les places réservées à des personnes en situation de handicap de parking. Si on avait attendu le changement de mentalité des valides, on a donc décidé de prendre une obligation, d'instituer une réalité, et ça permet quoi ? Ça permet que toute personne valide qui cherche à se garer, ça ne veut pas dire qu'il respectera, mais en tout cas, il a un moment de réflexion inévitable. Je me gare pas. C'est-à-dire qu'on a changé la réalité, et c'est les idées qui vont changer après la réalité. Jojana, Coraline, Pierre, la phase B. L'éducation, elle toute seule, elle ne sert pas, parce que tout le monde baigne dedans, qu'on ne fait que tourner dans le même bain, finalement. La jeunesse n'a pas apporté toute la responsabilité de faire aller le monde mieux, quoi. Je trouve que c'est un peu lourd, c'est un peu énorme. Et c'est aussi une manière de se déresponsabiliser, je trouve. Soit l'enseignement traditionnel, entre guillemets, il est essentiellement composé de personnes blanches et catholiques. Ceux et celles qui composent l'éducation ou l'association génèrent probablement des discours qui ne sont pas anodins. Le racisme
existe parce qu'il a des fonctions sociales. Il joue un rôle dans le fonctionnement de la société. Un rôle inégalitaire, bien sûr, mais il joue un rôle. Ce n'est pas seulement des individus qui n'ont pas compris. C'est une société qui est organisée de telle sorte que ça va produire du racisme. Lorsqu'en France, un État prend une loi qui interdit le foulard à l'école, il produit, ça a une fonction, et ça produit du comportement raciste. Lorsque des politiques publiques vont créer une inégalité de traitement, même quand ce n'est pas volontaire, même quand ce n'est pas intentionnel, même si c'est uniquement pour faire des économies, le résultat, c'est que ça hiérarchise. Et donc, ça s'appelle du racisme. J'attends pas de l'État, comme on peut l'imaginer habituellement, l'État, son gouvernement, sa structure actuelle, qui puisse être attentif et suffisamment vigilant à ça, parce que voilà, je vois trop d'exemples foireux. Donc ma place, elle est là aussi, en tant que citoyen, en tant que travailleur social, de nous rappeler que c'est à nous aussi de remettre les lois au service des droits. On est tous pareils. Arrêtons un peu de réduire les gens à leur couleur. Je pense qu'être conscient de nos différences, voir qu'il y a des personnes noires, des personnes un peu moins noires, des personnes blanches, ce n'est pas du racisme. Par contre, ne pas voir que certaines personnes, de par leur couleur de peau ou par leur pratique religieuse ou par leur origine, subissent des inégalités, ont des places assignées, subissent des différences de traitement, ça en est. Donc il est dangereux, le discours « on est tous pareils » parce qu'à nouveau, il invisibilise quelque chose. En famille ou à un barbecue ou n'importe où ailleurs, c'est vrai que brusquement, la phrase où on dit on est tous pareils, on a envie de dire oui, c'est vrai, on est tous pareils. C'est chouette d'y croire et puis on se dit on est quand même bien, quoi. On pense ça, c'est génial, mais non, c'est pas vraiment génial. Ça peut être aussi à la base de plein de choses qui font que si on est tous pareils, on va pas non plus se pencher sur le fait de savoir que l'autre, il est peut-être pareil à moi, mais il n'a quand même pas les mêmes droits ou il n'a pas tout à fait les mêmes chances. La construction de l'autre comme inférieur nécessite la construction de moi-même comme supérieur. Lorsque je dévalorise l'autre, je dois me valoriser. Et donc, ce n'est pas seulement les peuples colonisés qui ont été racisés, parce que bien entendu, les races n'existent pas. On a racisé, on a inventé des races, on a inventé des groupes humains qu'on a essayé de distinguer d'autres groupes humains. Donc, on les a racisés, mais en racisant les colonisés, on a racisé les peuples ici aussi. C'est pour rire, hein, du calme, t'as perdu ton humour. Une manière pour moi d'avoir vécu des situations de racisme, notamment cette fameuse question du « et toi tu viens d'où, t'es de quelle origine ?» Finalement ça te remet juste à ta place, t'es pas d'ici quoi. Ouais. C'est la répétition qui est difficile, le fait que c'est souvent dit de manière bienveillante et donc tu n'as pas de piste pour réagir. Et puis souvent si tu réagis quand même, on va te dire « mais t'as perdu ton sens de l'humour, c'était une blague quoi. » Tu es invalidé dans ce que tu peux ressentir parce que les gens se pensent vraiment bienveillants en fait. Et donc c'est non intentionnel en plus. Voilà. Quand je suis bien lunée, j'arrive à faire une petite touche d'humour. D'où tu viens? Je viens de Norvège, tu vois. Ça se voit, non? Mais parfois, t'as juste pas envie de réagir parce que voilà, c'est la xème fois, t'es fatigué, quoi. Les choses qu'on dit, les choses imprègnent celui à qui on les dit. J'ai toujours vécu avec le sentiment de la différence. Avec le fait de savoir que nous, dans notre famille fermée, au départ, en tout cas, on ne vivait pas comme à l'extérieur. Notre langue, elle était chez nous, elle n'était pas à l'extérieur, c'était une autre. Il fallait faire attention, regarder comment les autres réagissent. Sentir que nos parents, à l'extérieur, n'ont plus la même importance que celle qu'on a parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne savent pas bien, parce qu'ils ne parlent pas la langue. Et moi, je me suis dit, mais moi, au fond, qu'est-ce qui m'a touchée au départ et qui m'a accompagnée. Quand je suis arrivée ici, on a changé mon nom.
On m'a donné un nom qui était plus français parce que c'était plus facile et puis parce que ça intégrait. Toujours ce qui a semblé le plus naturel à tout le monde, aller quelque part et dire je m'appelle comme ça, moi c'était compliqué parce que c'était pas moi. Donc je ne suis pas racisée, mais toute ma vie j'ai éplé mon nom. Ça me rend attentive à ça. Je me rends compte de ce que ça peut faire comme effet, comme trace. Très franchement, si le racisme c'était juste mon voisin qui n'aime pas Saïd Bouamama parce qu'il est arabe ou berbère, c'est tout, qu'il ne m'aime pas. C'est pas ça le racisme. Il y a une notion de pouvoir dans le racisme. Et c'est en cela que ça renvoie au système. On n'est pas obligé de tous s'aimer. Hein. C'est pas grave si vous n'aimez pas votre voisin. À condition que vous ne lui nuisez pas. Que vous n'ayez pas le pouvoir de lui interdire un logement, de lui interdire un emploi, de lui interdire une pratique. Et donc, faisons attention. Quand on nous renvoie à l'individu, c'est pour qu'on ne pense pas le système. Mettez en grand sur votre ordinateur, dans vos toilettes, pensez en système. Et à chaque fois que vous vous posez une question, tiens, comment expliquer ça ? Est-ce que s'il y a un système, ce serait quoi ? Moi, je pense que les Blancs seront toujours racistes envers les Noirs et les Noirs envers les Blancs. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. En réalité, l'expression racisme anti-blanc correspond à ce que j'ai appelé dans mes écrits à la logique de l'inversion. À chaque fois qu'un dominé a tenté de mettre en avant une dénonciation de la domination, on a vu apparaître cette inversion des choses. Quand les féministes ont commencé à être assez fortes pour poser la question de l'égalité, on a vu à l'époque se développer la théorie des féministes anti-hommes. C'était elles qui faisaient souffrir les pauvres hommes, indépendamment du fait que les hommes étaient majoritaires dans les luttes de pouvoir et pas les femmes. Et aujourd'hui, alors que les populations issues de l'immigration ne sont pas majoritaires dans les luttes de pouvoir, sont extrêmement minoritaires, on nous met sur le même plan, ça, et il m'a dit, ça le fromage. Le débat sur le racisme anti-blanc a été propulsé pour qu'on ne parle pas du véritable racisme, qui est ce racisme systémique. Si on me dit, tout le monde est raciste, les Blancs sont racistes, c'est pas bien, mais les Arabes sont aussi racistes, regardez le racisme anti-blanc, et puis tout le monde est raciste. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de système. On mélange deux choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire contre les injures, mais ne l'appelons pas racisme. Je me demande quelle place je peux prendre pour, justement, moi, en tant que homme, blanc, hétéro, francophone, diplômé, à l'emploi, comment je peux être à la juste place pour être avec, mais pas parler à leur place. Ça a toujours été un questionnement que j'avais. Je ne me sens pas du tout à l'abri, au contraire, des stéréotypes et des pensées toutes faites. Je trouve que l'important, c'est pas tellement... Enfin, je le dis comme je le pense là brusquement, c'est pas tellement d'en avoir ou pas, c'est d'avoir conscience qu'on les a. Je ressens le besoin d'aller creuser un peu là, de lire, de me renseigner, d'écouter les autres, les expériences des autres. C'est un peu ça aussi qui m'a fait rejoindre la phase B. Le nom qu'on s'est choisi pour ce collectif vient de là, de cette envie d'aller voir la face immergée de l'iceberg, et gratter en dessous et voir s'il ne s'agit pas quand même à nouveau d'une légitimation, d'une inégalité. Je sais que pour moi, lutter pour les droits des autres, c'est-à-dire les droits pour tous, c'est vraiment quelque chose qui va continuer à me motiver. Je pense qu'il ne faut surtout pas être pessimiste. Il y a des régressions importantes, mais c'est des régressions aussi parce qu'il y a des prises de conscience. On est dans une course de vitesse entre une aspiration à l'égalité qui augmente et, comme les classes dominantes ont peur des révoltes, eh bien, une tendance à la fascisation. Et la fascisation, ça a besoin du racisme. Gramsci nous disait, il y a des périodes dans lesquelles le vieux monde tarde à partir, le nouveau monde tarde à venir, et dans l'entre-deux naissent des monstres. La fascisation, c'est le monstre qui nous menace si nous ne sommes pas capables de développer un mouvement antiraciste politique qui soit puissant et qui fasse reculer ces idées-là. Il faut approfondir ces dimensions d'aspiration à l'égalité. Il faut les visibiliser, multiplier les formations, multiplier les espaces d'échange, etc. C'est un élément essentiel. C'est dans le collectif que naissent les compréhensions et les perspectives d'action. C'était Plat de résistance contre le racisme, un documentaire sonore produit par le Centre culturel de Dizon dans le cadre du podcast Les Voix de passage.
Écriture, réalisation et témoignage, collectif La Phase B, avec Pierre Bertrand, Virginie Fillon, Coraline Gillet et Joujana Lans. Montage, Laura Pérez. Coordination, Odile Bray et Laura Pérez. Mixage, Jean-Philippe Simule. Musique, 11 et Kitara par Hicham Shahidi. Merci à Saïd Bouamama d'avoir accepté d'apparaître dans cet épisode. Merci aussi à Bruno Collet, Ginette de Kayser, Alexis Mesrour et Marie-Laure Vranken pour leur interprétation du dialogue. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous.